Radio Tennis Play. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, les joueurs sont prêts. Un petit peu de silence. Merci. March Madness, la folie du mois de mars, ça vous dit quelque chose ? C'est l'expression employée aux États-Unis pour qualifier les phases finales du championnat de basket universitaire, la NCAA. Eh bien, cette expression a fait son chemin et sert aussi en tennis pour évoquer les deux Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami qui vont se succéder. Alors, qui sortira grandi de ce mois de mars de folie ? Et pour commencer donc, à Indian Wells. C'est ce dont nous allons parler au cours de cette émission. Et puis, dans un deuxième temps, nous discuterons plus particulièrement de Jo-Wilfried Tsonga. Est-ce son année ? Doit-il s'adjoindre les services d'un coach ? Peut-il aller chercher un titre en Grand Chelem ? Les questions ne manquent pas le concernant. Alors, pour parler de tout ça, j'ai à mes côtés quelqu'un que l'on surnomme Milou, pour son mordant. Émilie Loy, salut Miss. Salut à tous. L'image qui t'a marqué cette semaine ? La défaite de Murray avec ses petites déclarations après en disant que Garcia Lopez liftait énormément. Elle n'a eu que quelques pas à faire pour arriver dans ce studio puisque nous sommes dans sa maison de RTL. Isabelle Langer. Salut Isabelle. Une image. Une image ? Ouh là là, Michael Yodra peut-être ? Ça tweete pas mal là-dessus. On y reviendra. En quittant ce studio, il partira jouer au tennis, d'où sa tenue. Il a sa petite raquette qui est dans le coin juste là. Ah, il y a du boulot. Hein. Julien Pichenet est là. Julien, ton image. Bonjour, l'image c'est le petit virus là, qui a circulé à Indian Wells. Là. À un moment on a cru que ça allait décimer tout le tableau, ça aurait été marrant. Hein. Au bout du deuxième jour on arrête, tout le monde est malade. Donc je trouve ça... Il y a quasiment une petite dizaine de joueurs c'est pas banal, qui ont été touchés. Notre invité de la semaine a joué au tennis, figurez-vous, et même si sa modestie en sera blessée, autant que ne l'a été son satané dos, je dirais qu'il a su pleinement exploiter son potentiel pour se hisser jusqu'au 39e rang mondial, remporter un titre ATP, jouer 2 fois les 8e de finale à Roland-Garros et surtout décrocher le bronze olympique à Sydney après avoir battu Roger Federer. Notre invité compte aussi une victoire sur un numéro 1 mondial en exercice, Marat Safin, c'était au premier tour à Monte-Carlo en 2001. Arnaud Di Pasquale, bonjour cher Dip, responsable du haut niveau masculin à la FFT désormais. Alors, bonjour. Quelle est l'image de la semaine pour toi ? Est-ce que j'avais juste à Hambourg, j'avais aussi battu Sampras, je crois qu'il était numéro 1 à l'époque. Si tu fais le CV vraiment bien dans ce cas. Ah ouais, je me fais tacler d'entrée. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai, je sais pas s'il était numéro 1. Si, il était, je sûr. Parce qu'il y avait des bonus. Non mais là, je suis sûr, il s'en souvient. Je lui fais un super portrait et en plus je m'en prends une. Pas de Sampras à Hambourg. Non, parce que c'était trop. Non, en même temps, oui, t'as été champion de France minime aussi. Il a toujours perdu sur Terre en même temps. Oui, je te rappelle que t'étais champion de France minime en battant Jean-René Lisnard aussi. C'est vrai, et ça c'était la classe. Alors une image malgré tout. Moi mon image c'est plus en fait, alors, je suis pas très positif, c'est la défaite de Beneteau et je vois qu'il marche pas trop bien à Indian Wells et finalement ça relève aussi un problème un peu français. Je trouve que c'est une difficulté qu'on a tous un petit peu à jouer cette tournée globalement. Elle est dure. Allez, vous connaissez les joueurs, le match peut commencer. Radio Tennis Play, saison 1, épisode 6, c'est parti. Radio Tennis Play. Avant de revenir dans la deuxième partie de l'émission sur l'ami Jo Tsonga, nous allons donc nous pencher sur ce qui s'est passé cette semaine, et plus particulièrement donc le début du tournoi d'Indian Wells, premier Masters 1000 de la saison. Un tournoi déjà riche en événements et qui a commencé de façon assez contrastée pour les Français. Qui veut attaquer sur le sujet et sur ces débuts compliqués pour le tennis français à Indian Wells ? Julien. En préparant cette émission, on s'est demandé si en titre... Tu prépares les émissions, c'est bien. On se demandait si en titre, il fallait pas qu'on dise les Charlots font Indian Wells, parce que c'est un peu de la provocation. Je vais m'éloigner petit à petit d'Arnaud Di Pasquale, vous voyez. Petit à petit, je vais glisser sur la droite. Non, mais bon, il y en a un qui s'est fait remarquer pour des propos déplacés sur un cours, c'est Michael Yodra. Il y en a un autre, c'est Richard Gasquet qui perd après avoir une balle de match contre Ramos, qui est un bon joueur, évidemment, mais qui n'est pas une terreur. On a Julien Beneteau, comme tu le disais, Arnaud, qui perd d'entrée. On a Gaël Monfils qui chope le virus dont je parlais tout à l'heure. Bon, voilà, donc s'il y avait quand même des petites catastrophes en série, on se demande où ça va s'arrêter un petit peu là. Bon, pour l'instant, Tsonga et Simon sont toujours là. Émilie, tu veux déjà réagir ? J'ai encore rien dit. Mais j'ai l'impression que c'est dans la tête plus qu'autre chose. La tournée est tellement longue, ça dure un mois.
Non, mais vous Effectivement, deux qui quand on regarde connaissez ce les tournoi et résultats connaissez d'Indian Wells, cette... c'est quand même tournée. catastrophique. Après, quand tu regardes les différents gars, tu te dis qu'il y a un problème. Quand tu regardes les déclarations de Laudra qui dit la surface est très très lente, si j'avais su, je serais pas venue, mais quelque part, c'est un tournoi qui est obligatoire. Déjà, dans l'investissement, la détermination, c'est compliqué. Je pense que c'est plus le fait que ce soit Indian Wells, c'est que la tournée soit très très longue. Et je suis pas sûre que les Français soient prêts à partir un mois comme ça pour jouer juste 2 tournois. Qu'est-ce qui se passe avec Gaël, mon fils, à Indian Wells ? Il est sur le circuit depuis 2004, il n'a gagné que 2 matchs à Indian Wells depuis le début de sa carrière, il n'a pas gagné un match là-bas depuis 2006. Tous les ans, à la même époque, il semblerait avoir des petits pépins physiques, ou en tout cas, il y a une poisse qui semblerait le poursuivre là-bas, alors que c'est une surface sur laquelle il pourrait briller quand même. Juste pour un petit mot, pour Pardon. répondre aux Charlots, comme non, tu les as c'est pour cités. rigoler. Non, mais juste, ce qui est bien, c'est que on en parle et tu as cité plein de joueurs finalement, et par rapport à beaucoup d'autres nations quand même, elles sont beaucoup moins représentées. Donc forcément, quand on a beaucoup de joueurs, il peut se passer plus de choses aussi. Donc c'est plutôt, c'est plutôt bon signe finalement. Alors, je dis pas qu'il se passe des choses négatives, mais à la fin, il y en a un paquet, il peut se passer plein de choses. Il y en a qui arrivent un peu moins bien préparés forcément, il y en a qui est tombé malade la semaine d'avant. Donc pour Richard, il a eu du mal à récupérer. La tourista, j'allais dire, mais ils sont plus d'un à l'avoir chopé. Je veux dire, c'est pas le seul. Je veux dire, après, donc voilà. Et maintenant, c'est vrai, comme Émilie le disait, c'est une tournée qui est longue. C'est repartir sur un mois pour 2 tournées. Enfin, pour 2 tournois seulement, ça fait peu. Tu sais qu'en plus, il faut pas se louper parce que finalement, tu peux trouver le temps très long. Et c'est ce qui se passe en fait à chaque fois. Tu te mets la pression, il faut que je joue bien Indian Wells parce que sinon, j'ai parce que quand on perd tôt, il y a 10 jours à attendre, peut-être même plus avant de rejouer le. C'est de l'entraînement, c'est répétitif. Et donc, c'est vrai que la pression de dire attends, il faut absolument que je joue bien. Il y en a plein aussi qui s'inscrivent en double. On a pu voir, après, c'est peut-être aussi en préparation des Jeux Olympiques. Mais il y a eu drôle d'équipe formée. Ouais, c'est assez surprenante. Mais justement, c'était une partie, vous deux qui avez joué, c'était une partie de la saison que vous n'aimiez pas beaucoup aussi ? Miami, je trouve ça sympa. C'est vrai que tu as le côté quand même, pas le côté festif quand tu vas jouer au tennis, tu penses pas non plus à la fête, mais au moins tu as quand même plus de choses à faire. À Indian Wells, quand tu arrives à Indian Wells, tu n'as rien, tu es dans le désert. Si tu joues pas au golf, on peut rappeler un peu le contexte. Et puis les conditions sont très très lentes, donc je peux comprendre que ça plaise pas à certains, et d'où les résultats pas. Voilà, Indian Wells, on est à 2 heures, de Los Angeles, dans le désert. C'est un resort, il y a beaucoup de golf, il y a pas mal de retraités aussi. Ouais, mais l'endroit est magnifique. L'endroit est magnifique, mais justement, est-ce qu'il est pas un peu trop touristique ? Non, pas du tout. Il est très bien. Pour s'entraîner, les conditions sont hyper bonnes. Il y a énormément de terrain, il fait beau. Je veux dire, malgré tout, ça reste top. Moi, j'aimais beaucoup. Mais j'ai pas bien joué, mais un peu comme partout finalement. Donc j'aimais beaucoup le circuit. Non, mais arrête tes bêtises. Non, mais c'est une réalité. Je trouvais ça super. Moi, j'aimais beaucoup. Indian Wells. Alors après, j'ai pas pour autant bien joué là-bas. C'est tout. C'est pas parce qu'on a un endroit qu'on va bien y jouer forcément. Et même quand tu perds tôt, ça te permet quand même de super bien te préparer pour Miami malgré tout. Ouais, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a qui choisissent de jouer aussi en Amérique du Sud. Donc ils n'arrivent pas seulement d'Indian Wells. Après, ça dépend. Il y en a qui sont dans le cas de Dubaï et tout, c'est plus le cas de Gilles Simon qui a fait toute la tournée sur terre battue et qui a enchaîné. Avec Indian Wells. Ou même Julien, qui était en Coupe Davis et qui derrière enchaîne. C'est vrai que ça fait long, ça fait quand même un gros tunnel avant de rentrer chez soi en Europe. Je peux comprendre que des fois il y a une certaine lassitude, une certaine fatigue mentale, forcément, mais d'un autre côté, il y a plein d'autres joueurs, notamment l'Australien, quand il prend son sac et qu'il s'en va, ça c'est sûr. Il part plus qu'un mois. Donc, moi, je suis pas là où tu as raison, je veux pas les défendre, mais... c'est juste que finalement, c'est quoi, ça veut dire qu'on est bien chez soi et qu'on n'aime pas trop voyager. Je pense que c'est vraiment une question. Le métier, c'est pas ça. Ouais, mais je pense que c'est plus une question d'éducation. Voilà. C'est une question d'éducation. Je pense aussi quand tu es en Australie, tu sais que de toute façon, il va falloir que tu voyages tout le temps. Quand tu es en France, c'est quand même assez central. Et il est vrai que quand tu regardes, quand même, là, tu discutes avec la plupart des joueurs, quand on parle de tournée... mais je suis entièrement d'accord avec toi. Mais les Américains sont un peu comme ça, ils n'aiment pas trop non plus taper des tunnels en Europe quand il y a la saison sur terre battue. Pour l'essentiel, les Américains ne jouent pas bien en Europe. Oui, bon, il y a aussi... Parce que c'est vrai que je connais, j'attends les critiques en me disant les Français n'aiment pas trop voyager, pourtant c'est leur job, etc. Là où Isabelle a complètement raison, c'est que les Américains fonctionnent un peu de la même manière. Je me rappelle Sampras, Agassi, ils n'aimaient pas faire des longs tunnels en Europe. Mais bon, ils ont fait les efforts parce que de toute façon, ils n'avaient pas le choix et que ça fait partie du job. Je pense que les gens qui nous écoutent doivent être un peu étonnés, peut-être même de notre discussion, de se dire que et les joueurs comment ça, c'est un peu compliqué de voyager.
quand même pas une vie non plus. Dans des endroits pourris. Voilà, donc extrêmement difficile. L'hôtel est moyen, en des plus, à hôtels Indian Wells. pas terribles. Enfin Ah voilà. ouais, non. Faut arrêter. Bon, malgré tout, il y a quand même quelques bonnes nouvelles. À Indian Wells, on évoquait le cas de Gilles Simon, qui était complètement en galère lors de la tournée sur terre battue. Il gagne des matchs. En Amérique du Sud. Et là, il a gagné 2 matchs. Un à l'arrache, un deuxième un petit peu plus facilement contre Stanislas Wawrinka en 2-7. Ça faisait 6 mois qu'il n'avait pas battu un joueur du top 50. Donc est-ce que Gilles Simon va redémarrer, lui qui vient de traverser une période compliquée? Ton sentiment, Arnaud, tu je penses? savais pas à qui tu parlais, pardon. tout le monde. Oui. Moi, je pense que, bien entendu, alors après, on voit qu'il a plein de petits pépins physiques. Il parle de s'entourer éventuellement, voilà, d'un kiné, enfin, d'un ostéo peut-être, enfin voilà, pour voyager un petit peu plus avec lui, pour l'aider justement à soigner tous ces petits bobos. Je te coupe parce que c'est un truc moi qui m'étonne. Est-ce que quand on est un joueur de tennis comme Gilles Simon, qu'on a fait partie des 10 meilleurs joueurs du monde, qu'on est sur le circuit depuis plusieurs années, on se dit à 25, 26 ans, je ne sais pas quel âge il a exactement, bah tiens, il faudrait peut-être que je prenne un kiné à temps plein. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qui devrait se faire de fait, quoi? Je veux dire, quand on veut mener une carrière et qu'on veut faire partie des tout meilleurs joueurs du monde, de s'adjoindre les services de quelqu'un à temps plein, comme le font les tout meilleurs joueurs du monde. C'est un parcours atypique, Gilles. C'est un gars qui aime jouer en match, c'est un compétiteur, il déteste s'entraîner, et ça depuis le début. Faut savoir que quand il était déjà à l'INSEP, il fallait qu'il fasse des matchs tout le temps. Et il aimait pas du tout s'entraîner physiquement, il aimait pas du tout se faire soigner physiquement. Donc il a fallu le sensibiliser pendant des années à tout ça. Et aujourd'hui, il n'a jamais eu finalement, en dehors, il a eu des problèmes au genou, mais qui ont été réglés au fur et à mesure. Enfin, il a eu quand même Christophe Sekali de la Fédé qu'il a suivi pendant quelques années. Mais il n'est pas demandeur, il n'a pas de grands besoins de ce côté-là. Et en tout cas, il ne l'a jamais ressenti comme tel. Donc il n'y a qu'aujourd'hui qu'il se pose vraiment cette question parce que pour le coup, il sent qu'il commence à stagner, voilà, à plus vraiment avancer, plus de tournoi en tournoi, de semaine en semaine, et un petit pépin au dos, un pépin au genou, enfin un petit peu mal par-ci par-là. Le corps est quand même l'outil de travail premier du joueur de tennis. Mais tant que tu n'as pas les soucis, en fait, tu t'en rends pas compte. Enfin, et quand tu es jeune, tu penses que tu te blesseras jamais. On l'a tous pensé, enfin, on pense tous qu'à 20 ans, il ne peut rien nous arriver. On sait quelque chose. Voilà, donc il était exactement dans cette pensée, je crois, dans cette philosophie. Puis là, il est en train d'évoluer parce que finalement, il n'arrive pas à jouer son meilleur tennis chaque semaine, c'est tout. Et puis, est-ce qu'il n'a pas pris un petit coup au moral aussi avec toute l'histoire de l'équipe de France, de ne pas être sélectionné, etc. Moi, je me pose des questions là-dessus. Il sait maintenant qu'il est un petit peu en marge de cette équipe de France. Et moi, je me demande si il n'y a pas eu un petit coup au moral. Et puis, les petits coups au moral, des fois, ça se répercute sur le corps. Hein. Je me souviens de l'ancien gourou, entre guillemets, de Cédric Pioline, à ses débuts, qui disait les blessures n'arrivent jamais par hasard. Après, pour se prendre les services d'un kiné, c'est vrai que ça dépend après l'état d'esprit, mais quand vous êtes joueur de tennis comme ça, qui gagne énormément d'argent, après c'est un investissement aussi financier. Alors pour certains, c'est un investissement. Sur les tournois du Grand Chelem, il y a la Fédération française de tennis qui met à disposition des kinés. C'est ce qu'a fait Joe Tsonga avec Michel Franco. Après, pas sur toute l'année, mais après, il faut avoir la démarche de te dire, mais attends, je vais investir sur un kiné, ça coûte quand même de l'argent, parce qu'il y a les billets d'avion, il y a tous les extras, etc., qu'il faut payer. Et donc, c'est de se dire, je vais investir pour gagner plus. C'est ça aussi, ça paraît dingue ce que je dis, mais c'est un peu la vérité de dire, bon voilà, je vais prendre un budget tant, parce que je vais être bien soigné, je crois en mes capacités, je pense que le fait d'être bien soigné, je vais pouvoir faire une saison, mais alors pleine, comme le fait d'ailleurs Joe Tsonga. Et c'est ça qui est, je pense, important, c'est de se dire, je vais investir pour gagner plus. Parce qu'on le voit Quand je dis gagner plus, excuse-moi, je ne parle pas en termes financiers, je parle en termes de match. Parce qu'on le voit quand même avec les tout meilleurs joueurs du monde. Je veux dire, Federer, il a vraiment toujours pris soin de son corps. Il a toujours été suivi. Il n'a quasiment jamais été blessé. Alors que c'est un des joueurs qui joue le plus, puisqu'il est quasiment en demi-finale ou en finale de tous les tournois qu'il dispute. Je crois que c'est un état d'esprit, en fait, à communiquer, à transmettre dès le plus jeune âge, qui est vraiment compliqué, parce qu'on a un système, finalement, qui porte énormément. Les joueurs portent, je dis bien. Aujourd'hui, le principal souci, finalement, c'est que les joueurs réussissent à s'approprier un peu leur projet. Et tant que tu le décides pas toi, il y a eu une belle interview, je trouvais, de Ivan Lubitschik qui décortiquait un petit peu Gasquet. J'ai bien aimé. J'ai adoré. Je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que si tu le décides pas toi, tu peux pas y arriver. On a beau avoir ton coach, ton père, je sais pas, tes frangins, ton entourage proche qui est là à te bassiner tous les jours avec la même chose. Toi, tu as l'impression d'être à 100% et c'est une réalité
tu fais les efforts. Donc, ça vient de lui. Et aujourd'hui, nous, c'est le principal problème. Je rebondis sur la Fédé et sur ce que vous dites là. Mais évidemment qu'investir d'une manière très générale, c'est pas investir que de l'argent, c'est investir son temps, c'est investir sa tronche aussi. Tous les jours, c'est du quotidien. C'est y penser tout le temps, essayer de mettre en place un maximum de choses. Ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas évident. Et c'est vraiment un état d'esprit que nous, tous, et anciens joueurs aussi, on doit réussir, et on l'a pas fait, je dis, on est les premiers aussi à... Mais non, mais c'est pour ça qu'il est pas... Oui, justement, est-ce que... Comment ça se passe d'ailleurs avec les jeunes aujourd'hui à la Fédé? Est-ce que vous les couvez toujours autant? Mais c'est pas si simple, c'est pas blanc ou c'est pas noir. À ouais. un moment donné, c'est là où c'est compliqué. Évidemment qu'on doit pas les assister, mais les guider. Il y a des nuances dans tout. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est faire comprendre tout ça. Et aujourd'hui, bien entendu, qu'on essaie d'être meilleur avec les jeunes, et d'essayer de leur faire comprendre que, encore une fois, c'est leur projet qu'ils doivent le porter le plus tôt possible, qu'on doit les responsabiliser sur un maximum de choses. Mais encore une fois, après, on doit aussi beaucoup s'en occuper, parce que quand on a des mineurs, ils sont mineurs. Et que finalement, c'est pas non plus évident. Et que on a une Fédé qui a des moyens, on va pas s'en priver non plus. Donc je veux dire, tout ça, c'est trop facile après de dire, mais regardez, dans les pays de l'Est, ils bouffent des balles dégueulasses toute la journée. Ouais, c'est pas notre faute si on a des balles neuves et qu'on peut en avoir. Il ne faut pas non plus se tromper, il y a des avantages et qui sont très bons et qui peuvent à un moment donné aussi permettre de jouer plus rapidement, mieux. À nous, après, je pense que c'est dans les valeurs et plus, encore une fois, je reviens sur l'état d'esprit à transmettre. Investir, c'est le mot, tu as raison, pas financièrement uniquement, même si à un certain niveau, il faut. Là, pour le coup, le coup du kiné, vous avez raison. Est-ce que toi, tu as le sentiment, quand tu étais joueur, que si tu avais peut-être été plus entouré, tu aurais peut-être fait plus attention à ce domaine-là et peut-être que tu te serais blessé moins, ou est-ce que tu as le sentiment que la façon dont ça s'est passé, c'était finalement assez logique et puis c'est ton corps qui a lâché et même si tu avais été peut-être mieux suivi, de toute façon ça n'aurait rien changé? Je pense qu'à notre époque, il y avait moins de suivi justement fédéral et moi je sais que quand je suis monté à un moment donné dans les 100, j'ai pris Alain Solves que j'ai un peu débauché finalement de la Fédé, que j'ai voulu payer moi-même pour ne pas avoir de compte à rendre, parce que je pensais que j'avais envie tout simplement aussi de voler mes propres ailes et qu'il fallait prendre son envol, c'était le moment, et que la Fédé c'est très bien, c'était magnifique, je pouvais y rester et rien payer, mais c'était pas non plus l'objectif. Je commençais à avoir du blé, il me semblait important justement d'investir. Je n'ai pas été trop récompensé. Derrière, j'ai commencé à avoir 2-3 pépins. Avec Arnaud Clément, on s'entraîne ensemble, on a pris un entraîneur, donc on s'entraînait avec Rémi Barbarin et on a pris un kiné. J'ai pas le sentiment de ne pas avoir investi. Parfois, on est récompensé, parfois un peu moins. Mais je pense que c'était les choses qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, je continuerai de penser la même chose. Voilà. Mais c'est vrai, mais après, toute la difficulté, c'est que le travail de la fédération, c'est d'accompagner les jeunes joueurs. Donc, il y a de l'argent, donc bien évidemment qu'il faut le faire. Mais ça, après, c'est de prendre conscience qu'à un moment donné, que le joueur doit investir. Et ça, c'est pas facile quand tu as été accompagné pendant des années, qu'on t'a aidé, qu'on t'a porté, entre guillemets. C'est pas facile après de dire, attends, je vais investir. Et c'est là où est toute la difficulté. Bon, on verra si Gilles Simon, dans quelques semaines, s'adjoint ou pas les services d'un kiné à temps plein. Et puis, on va lui souhaiter de toute façon plein de bonnes choses pour la suite de ce tournoi, puisqu'il est désormais qualifié pour les 8e ou les quarts de finale. Les 8e de finale. On va passer quelques secondes à ce qui, pour moi, a été l'un des chocs de la semaine. C'est la diffusion par Canal+ d'un documentaire consacré vraiment au calvaire vécu par Paul-Henri Mathieu suite à son opération de la jambe gauche. On y voit toute la souffrance qu'a enduré Polo au cours de sa convalescence et de sa rééducation. Mais bon, le pari a été gagné. Mathieu a réussi à redevenir un joueur de tennis, alors que certains lui avaient expliqué qu'il ne rejouerait sans doute jamais. Alors, il y a une scène absolument poignante dans ce film. C'est à quelques minutes de rejouer son tout premier match, au premier tour des qualifications du Challenger Dale Brown. Il est dans les vestiaires, il entend son nom qui est appelé, c'est l'appel, et à ce moment-là, on voit ses yeux qui se mouille vraiment, il se met à pleurer, Polo. C'est l'instant précis où il redevient un joueur de tennis et il est absolument bouleversé. Il part se mettre dans un coin. Alors si vous n'avez pas encore vu ce film, je pense que vous pouvez le voir sur le site web de Canal+, c'est absolument poignant. Donc voilà, je voulais évoquer quelques secondes ce documentaire et le retour, pour le moment, réussi de Paul-Henri Mathieu. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Non, pas encore. Non, pas encore. Ah c'est bien, vous m'aidez vachement sur le sujet. Énormément. Allez. Alors, Polo. Moi, je l'ai vu sur toute sa reprise, je l'ai vu sur toute sa convalescence, je l'ai vu avant ses matchs, après ses matchs. On a beaucoup échangé. Il s'entraîne principalement à la Fédé, donc avec Jérôme Potier d'ailleurs. Les efforts
qu'il a consenti là justement pour revenir, moi je suis bluffé. Enfin, c'est-à-dire que et pour nos jeunes là en termes d'exemple, c'est extraordinaire. Ce qu'il a fait au quotidien, c'était voilà, je veux dire quand il s'entraînait à 11h, il arrivait à 9h le matin pour avoir le temps pour s'entraîner physiquement, pour se préparer, voilà, il est dedans, on sent que dans son regard, il se passe tellement de choses. Si on est un petit peu curieux, si on est attentif à tout ça, enfin moi je suis bluffé encore, ouais, je suis vraiment, puis voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup en plus, donc je suis ravi. Je l'ai vu aussi à un moment donné lors d'un entraînement où il avait repris depuis quelques semaines, il espérait encore jouer à l'Open d'Australie, donc il venait me voir. Ouais, c'est ce qu'on voit dans le film d'ailleurs. Est-ce que la wildcard, tu crois que je pourrais la voir si je suis prêt et tout? Et il aura Roland Garros sans doute. Et on discute. Et pour toi, c'est dur. Hein. Et je lui dis, écoute, si tu peux jouer 1 ou 2 tournois avant et que t'es bien, évidemment qu'on peut attendre le plus longtemps possible et que, attends, t'as été 12e mondial, aujourd'hui, ce que t'es en train de fournir comme effort, c'est magnifique. Donc, et puis je le vois là, moi je suis en train de taper avec un jeune, je crois, à la Mazine, et puis lui est à côté, il commence à taper la balle avec Fabrice Martin, un autre joueur, puis il s'entraîne, et puis je le vois au bout d'un moment aller s'arrêter, au bout de 3/4 d'heure, il est sur sa chaise, et je le vois prendre une serviette, et puis mettre la tête dans la serviette, et il commence à pleurer. Pareil, et je comprends qu'en fait, il a mal de nouveau. Et là, je pense que tout s'effondre, alors qu'il y avait eu déjà tellement de rééducation, tellement d'efforts, de beaucoup d'entraînement déjà, du travail physique. Et je pense que là, tout s'effondre. On est presque mi-décembre. Hein. Donc c'était bien avancé. Et normalement, c'était pas normal. Et finalement, il est rassuré, il va avoir le doc qui lui t'inquiète pas, c'est normal que de temps en temps, il y ait des petits rappels. Quoi, et il a repris finalement, je sais pas, quelques jours après. Mais sur ce moment, j'ai eu mal pour lui, j'ai eu peur aussi. Et c'est, je sais pas, moi, je sais que j'aurais pas pu réagir de cette manière parce que j'aimais peut-être pas assez le tennis, le jeu, pas autant que lui en tout cas. Voilà, c'est aussi la preuve de l'amour, qu'il porte à son sport, quoi. Ouais, à ce point, c'est fou. On peut rappeler qu'il est trentenaire, Paul-Henri Mathieu, qu'il a déjà eu des blessures, qu'il a eu une carrière parfois compliquée avec pas mal de défaites cruelles, plein de belles victoires aussi, mais il fallait un sacré courage pour entamer ce long chemin et qui donc le mène de nouveau sur le circuit professionnel. Et là, je crois qu'il est en train de s'entraîner pour attaquer la saison il fait un début sur incroyable, terre battue. Mais ouais. Il a des résultats pour son retour. Mais le fait qu'il pleure avant de rentrer sur le terrain, c'est quand même une image qui est quand même allez énorme. voir. C'est difficile de retenir ses larmes. Moi, je dois avouer que j'ai écrasé une petite larme en regardant ces images. C'était vraiment... Non, mais à travers cette rééducation, il a dû se dire, mais plein de fois, c'est terminé. Il est quand même important. Je pense que Arnaud l'a vécu et sera peut-être plus à même de le dire, mais arrêter une carrière quand c'est le joueur qui l'a décidé, c'est quand même différent. Je pense plus facile, entre guillemets, que là, quand on vous l'impose, c'est quand même pas simple. Il faut préciser son âge, hein. Il vient d'avoir 30 ans, il est de début 82, donc c'est très étonnant. Arrêter 1 an entre 29 et 30 ans et essayer de revenir à 30 ans, il n'y a pas de loi, on ne sait pas si c'est possible ou pas. On le verra dans quelques semaines, mais en tout cas, à cet âge-là, c'est extraordinaire. C'est autre chose encore que Del Potro qui rate 1 an à 20 ans et qui revient après. Là, et il vient d'être papa, au fait. Oui, en plus. Papa d'un petit Gabriel. Non, mais ça fait beaucoup de choses dans sa vie, ça fait beaucoup de chamboulements, ça va être... tout est nouveau, je crois que c'est vraiment... il repart, et je crois que c'est bien parti quand même, moi j'y crois. Allez, on va clore ce premier chapitre de cette 6e émission de Radio Tennis Play. Et puis, dans quelques instants, on va attaquer le dossier Tsonga. Radio Tennis Play. Vous écoutez Radio Tennis Play pour cette 6e émission. À mes côtés, Émilie Loy et Julien Pichenet de Tennis Play, Isabelle Langet de RTL et notre invité Arnaud Di Pasquale, responsable du haut niveau masculin à la FFT. J'y arrive. Il est tellement long ton titre que c'est compliqué. T'as des cartes de visite qui se déplient et ça veut rien dire en plus. Ça rentre. Allez, on passe à la deuxième partie de cette émission avec le débat concernant Jo-Wilfried Tsonga. Le numéro 1 français est à la croisée des chemins, bien installé à la 5e ou 6e place mondiale. Tsonga peut-il faire mieux? Peut-il gagner un grand chelem? Peut-il emmener l'équipe de France de Coupe Davis au bout de son rêve? Va-t-il décrocher une médaille olympique? Tsonga, je vous le rappelle, a 27 ans. Le temps passe, mine de rien, mais il donne le sentiment de maîtriser de mieux en mieux tous les paramètres de son métier. Alors, Isabelle, est-ce que tu penses que c'est son année? Est-ce qu'il peut nous faire quelque chose d'énorme, Jo-Wilfried Tsonga? Moi, je veux d'abord revenir, on parlait tout à l'heure de s'adjoindre les services d'un kiné. Je pense que ça, c'est sa plus grande réussite l'année dernière, c'est d'avoir pris les services de Michel Franco, qui
est un magicien, on peut le dire comme ça, qui a réussi. Déjà merveilleusement occupé d'Amélie Mauresmo. Exactement. Donc ça déjà c'est une bonne chose. Après, moi je pense qu'il est à un moment où il va falloir peut-être envisager de retrouver un coach pour pouvoir aller vers les sommets, c'est-à-dire gagner un tournoi du Grand Chelem, gagner les Jeux Olympiques. Je peux me tromper, hein. Y a des moments où on sent que ça lui manque. À l'Open d'Australie, ça lui a manqué. Il ne doit jamais perdre ce match contre Matsuoka. Nishikori, pardon. C'était avant. Il a pris sa retraite. L'ancêtre des grand-père de Nishikori. Il était chez les Japonais, mais avec les ancêtres. Mais il faisait tellement chaud aussi ce jour-là, c'est vrai, mais il n'aurait pas dû le perdre ce match. Il le sait lui-même, hein, il nous en a reparlé en Coupe Davis, il n'aurait pas dû le perdre. Et je pense qu'avec un entraîneur, il allait plus loin dans ce tournoi. Émilie. Probablement. Mais c'est vrai que quand on parlait tout à l'heure de se responsabiliser, lui, il avait le sentiment, avec cette belle histoire avec Eric Winograski, qu'à un moment donné, il devait prendre les choses en main, et il l'a fait. Alors, je pense qu'il a un tournant. Il a bien tenu il l'a la fait, baraque. Et puis bon, quand vous êtes seul, Vino. vous apprenez quand même énormément. Il a bien tenu la baraque. Et là, bon, quand on lit quand même ses déclarations, on sent que ça le titille et qu'a priori, il devrait reprendre un coach. Après, en ce qui concerne aller gagner un tournoi du Grand Chelem, quand on voit quand même le niveau des joueurs qui sont devant. Peut-être un concours de circonstances. Là, il faudrait quand même un gros concours de circonstances, parce que même quand on regarde derrière, on regarde Berdych, c'est quand même du lourd. Donc ça me paraît, et Del Potro, à chaque fois qu'il joue Del Potro, c'est quand même à sens unique. Moi, je miserais plus sur une victoire en Coupe Davis, une victoire de groupe, parce que je pense que seul. Là, ça me paraît, face au gros, ça me paraît difficile. Je trouve qu'il y a un écart de niveau. Il y a les 4 premiers et le reste. Arnaud, tu as le sentiment, toi, que Joe est aujourd'hui à son maximum et que 5, 6e, quart, demi-finale dans les tournois majeurs, c'est sa place, ou est-ce qu'il peut vraiment basculer plus tard Non, mais aujourd'hui, c'est sa place. C'est sa place. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas, à un moment donné, aller au bout d'un des grands chelems. Mais globalement, enfin oui, c'est sa place. C'est plutôt quart-demi. C'est ce qu'il fait, assez régulièrement. Relativement régulièrement. Ce qui est, ceci étant, vous en mettez 4. Moi, j'en mettais plutôt 3. Non, mais 3, t'enlèves Murray. Ouais, parce qu'il est capable de perdre. Un peu moins que les autres. Enfin, un peu plus que les autres, pardon. Voilà, je dis juste, les 3 sont vraiment au-dessus du lot. Il y a Murray qui suit avec Del Potro, qui vient titiller. Del Potro est revenu vraiment en force. Et il me semble, fait partie des potentiels vainqueurs. Il a déjà gagné l'US Open. Et c'est le seul qui a réussi finalement à passer un peu entre les mailles du filet. Et moi, je pense que Joe, vous parlez, est-ce qu'il doit s'adjoindre dans les services d'un coach désormais. Dans le secret des dieux, est-ce que tu penses que c'est vraiment un apport nécessaire au jour d'aujourd'hui ? Je vais donner mon sentiment. Ouais. Moi, je pense que oui. Il doit aujourd'hui certainement reprendre quelqu'un à ses côtés, plus qu'un ostéo, même si, vous l'avez dit, Michel Franco lui fait un bien fou. Ça suffit pas, il y a l'apport quand même, le recul en tout cas, je crois, d'une tierce personne qui connaît quand même bien le tennis, un coach, tout simplement. Je crois que il a ce besoin. Je le vois de temps en temps un petit peu sortir de... C'est léger. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, c'est sensible. C'est léger, mais sensible. Et qu'à la fin, ça fait la différence. Et quand on le voit, on parle évidemment de l'Open d'Australie. Il perd sur Nishikori. Il ne doit jamais perdre ce match. Il fait 70 fautes directes. C'est inconcevable, je veux dire. Et à la fin du match, pendant un 7,5, en gros, il lui marche dessus quand même. Et à la fin du match, ils ne s'en rendent pas vraiment compte. C'est ce qui est fou, en fait. Il n'a pas la lucidité d'analyser vraiment clairement ce qui se passe à ce moment-là. Et donc, il peut globalement, 80% du temps, être donc réaliste et lucide sur le terrain, mais ces 20%, ils sont importants s'il veut demain rivaliser avec les 4... Enfin, les 3, 4, 5, je sais pas, on ne sait plus combien il y en a, meilleurs. Mais voilà, s'il veut faire partie vraiment du peloton de tête, il est obligé, il me semble, qu'il va devoir s'entourer un petit peu plus dans un futur très proche, à mon sens. Julien, c'est ton sentiment aussi ? J'aimerais qu'on résume déjà un petit peu la situation de Tsonga aujourd'hui. En 2012, c'est quoi ? C'est déjà une finale en Grand Chelem, en 2008 à l'Open d'Australie. C'est environ une dizaine de titres gagnés. C'est aussi une demi-finale à Wimbledon avec une victoire sur Federer. C'est un titre à Bercy. Il a déjà une superbe carrière, Tsonga. C'est un des 5-6 meilleurs Français. C'est pour ça qu'on a envie de plus. Voilà. Ouais, mais là, on sent qu'il est dans une période formidable. Il est sans doute dans sa meilleure période. C'est Noah en 86, c'est Lecomte en 88, c'est Pioline en 98. C'est l'année. Il y a une année clé comme ça dans la carrière des joueurs et on sent que... tu penses que c'est cette année ? Que 2012, pour Tsonga, c'est un petit peu ce climax.
de la carrière du Français. Alors, Parce que à part son titre à Doha, c'est déjà quand même pas mal. Depuis, il y a eu ce c'est couac. sans doute un petit peu Nishikori en dessous non, de ce qu'il vise. Il faut voir Indian Wells, il faut voir Miami. Il y a la Coupe Davis, on sent que cette année, les Français peuvent faire quelque chose. Il y a les Jeux Olympiques, ça se joue sur gazon à Wimbledon, un stade qu'il adore. Ça, c'est une occasion C'est une occasion en en or. or. Mais là, il fait partie des grands du tennis français depuis l'Air Open, c'est incontestable. Il peut rejoindre un Noah, il peut faire quelque chose, mais c'est maintenant. Il a 27 ans en avril. Il ne jouera pas jusqu'à 35 ans, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Ça paraît compliqué. 30 moins 27, ça fait 3. Il reste 3 ans à Tsonga, en gros, à la louche, pour faire quelque chose de 3 fois de 4, grand. 12 grands chelems à jouer. Et 3 ans, c'est rien. 3 ans, ça dure 5 minutes. 3 ans. Je veux dire, c'est 2012 ou 2013 s'il se C'est passe la quelque phrase chose. du jour. 3 ans, ça dure 5 Mais non, mais minutes. ça dure 5 minutes. Le temps passe tellement vite. Je veux dire, on est déjà. Je voilà. me moque. C'est déjà Roland Garros dans 6 Dans 2 minutes. Dans 2 minutes. Mais non, mais c'est maintenant ou jamais. Il est habité, lui, par le tennis, son gars, ça se voit. Il est habité comme a pu l'être Lecomte, Noah. Pour moi, je le mets vraiment dans le même panier. C'est 3 à part dans le tennis français. Il y a Lecomte, Noah, Tsonga. Je sanglote. Putain. Presque. non, mais il est habité. L'émotion de l'histoire. Il est habité du jeu. par le tennis et il est habité par ce désir de gagner un grand chelem. Est-ce que tu sens pas cette flamme intérieure extraordinaire qu'il y a chez Que Tsonga tout le monde n'a pas. que tout le monde n'a pas? Si, je la sens. On Mais la le problème, sent. c'est que les autres aussi. Non, mais La les sens. autres- Oui, non, mais tout le monde ne l'a pas. Ah, pardon. Non, mais les autres tout le aussi l'ont, et on dit juste comment aujourd'hui, essayer d'imaginer comment pouvoir y arriver finalement. C'est plus ça la question. Alors On est tous d'accord, il a cette flamme, il a Mais plus l'envie que les mais je autres. pense Il a qu'il- déjà D'accord. battu Djokovic, Nadal et Federer en grand chelem. Dans la foulée. Il l'a déjà fait, pas dans la foulée. Après, concours de circonstances, machin, on sait jamais. Un petit chamboule tout en première semaine. Moi, je suis un rêveur. Hein, je me dis qu'un jour, ça arrivera. Que Nadal, Djokovic, Federer, peut-être pas tous en même temps, ils vont perdre un jour en première semaine d'un grand chelem. Ça va Ça arriver. va arriver, hein. Regarde Ça va Federer arriver. quand il gagne Roland Garros. Hein. Ouais, mais là, c'est Voilà. un gros concours de Non, non, mais- circonstances. Oui, mais il en Parce que faut, c'est il pour en ça faut un peu. Il en faut un peu. Mais après, pourquoi pas? Noah, quand il a gagné Roland, il bat Lundell et Wilander, qui étaient les deux Parce gros que du tu moment. peux être donc, 5. 5, c'est exceptionnel quand tu regardes les 4 qui sont devant. Mais après, tu peux être 5. Il peut y avoir aussi une différence de niveau. Quand tu regardes quand même ceux qui sont devant, il y a quand même très peu de lacunes. Que ce soit dans le jeu, que ce soit physiquement, c'est quand même des monstres. Donc il faut quand même un gros Mais- concours de Mais il circonstances. a raison, tu il peux- les il a a tous quand même- battus quand même. Et Et je pense et que puis il Non, mais peut y arriver malgré tout. Il Enfin, peut y même s'il a arriver, plus de je le lacunes vois que les plus autres. à la limite, tu vois, sur un Masters, sur quelque chose qui dure une semaine, sur 15 Les jours. C'est là où ça me semble plus difficile pour lui. Je le trouve derrière. Après, il n'empêche qu'il peut y avoir un concours de circonstances. Il l'a prouvé. Il s'est quand même glissé en finale du Masters l'année dernière. Il n'y en a pas beaucoup qui sont glissés entre les 4 premiers. Mais quand même, dans le jeu, il a encore. Alors, le point positif, je trouve, c'est qu'il a quand même encore une belle marge de progression. Mais il est très régulier, Génial. son gars. Mais on est d'accord pour dire que c'est un joueur un peu romantique sur les bords. C'est là encore que je le mets dans le même panier qu'un Noah ou qu'un Lecomte. S'il fait un grand coup, il en fera qu'un. Mais il peut en faire un. Il va pas gagner 2 grands chelems. Ce serait insensé de penser ça. Il va pas rester 3 ans dans le top 3. Moi, je le place dans les... Non, mais il fait partie des romantiques, des latins. Voilà. J'avais noté une phrase de Yon Tiriac qui disait des Français à l'époque, ils n'ont pas un esprit de sacrifice assez grand pour devenir des très grands champions, les Français. Ce sont des Latins, quand ils sont arrivés à un certain niveau, ils sont contents, et puis ils aiment la cuisine française. C'est ce qu'avait dit Tiriac, les joueurs français dans les Mais années ça, c'est 70. l'ancienne génération. Ancien je joueur pense. roumain. Ah, moi, je pense que c'est encore Encore un peu maintenant. Encore un peu J'ai ça. rien dit. Bon, on rappelle quand même qu'il a joué une finale Mais c'est déjà beau ces en carrières-là. Grand Ils sont... Chelem. Oui, mais ils Je sont crois que lui, magnifiques il ces se carrières. contentera pas par rapport à certains de cette génération de Tsonga. Et je pense que lui, il se contente pas forcément d'être 5e mondial ou 6e mondial. Oui, mais il peut. Il y en a qui s'en sont contentés quand ils sont arrivés à la 7e place. On dit bah. Ah, mais il veut plus. Il Voilà, veut un grand quoi. chelem. Il veut un grand chelem. Mais une Ouais. fois qu'il aura le grand chelem, je le vois pas après. Bon, en plus, mais déjà il ce était serait pas, déjà il était quand même exceptionnel. pas loin. Donc, Il n'a pas été parce loin. que sa finale à l'Open d'Australie, il est pas loin de faire de 7 partout. Après, bon, voilà, dans un 5e set, tout peut arriver, évidemment. Donc, il a Il touché était le truc, jeune. quoi, presque. Il y était. Et si je peux me permettre, j'ai une petite statistique avec moi. En tant que journaliste, excuse-moi Émilie, sur les Je joueurs, t'excuse pas. ces 20 dernières Fais ton années. travail. Non, mais c'est intéressant, je pense. Oh, l'autre, C'est- en plus, il c'est se pertinent. congratule avant même de sortir la phrase. Ah ouais. Écoutez-moi bien, c'est pertinent. Non, mais, hier soir, avant de m'endormir, je me disais, tiens, les premiers joueurs, les joueurs qui ont gagné un premier grand chelem à 27 ans passés. Bonne idée. Korda en 98 à l'Australie, Muster en 95 à Roland Garros, Ça te Gomez réjouit. en 90 à Roland Garros également, et Ivanisevic en 2001 à Wimbledon. C'est arrivé, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, c'est une toute petite liste.
Gagner un grand chelem à 27 ans passés, il n'y a pas grand monde qui l'a fait. Et je souhaite qu'il le fasse. Voilà. Mais on est comme parallèle avec ces joueurs, c'est des joueurs qui avaient vraiment fait déjà aussi une carrière relativement riche, un petit peu. Pour certains, certains avaient déjà joué des finales de grand chelem avant. Donc voilà, je pense qu'il faut. Il faut lui. C'est cette année ou jamais là. Il ne faut pas qu'il attende 2014. Là. Voilà, on y va. Là, on fonce. Allez. Vous avez encore quelque chose à rajouter sur Joe Tsonga? Ce sera cette année donc. Allez, on y croit. Non, je crois pas. Mais je dis pas jamais, attendons la suite. Il y a aussi les Jeux et la Coupe Davis. Voilà. Cette année. Non, je pense que ça peut être une super J'ai année. dit la Coupe Davis, j'y crois. J'y crois énormément. Et les JO, c'est sur une semaine. Moi, j'y crois fort sur les JO. Moi aussi. Ouais. Mais j'espère, j'espère que je me trompe. Sur 2012, les autres m'ont l'air monstrueux. Mais et on j'espère. pense tous que tu te trompes aussi. Allez, on referme le chapitre Tsonga en vous rappelant qu'il doit affronter ce soir à Indian Wells cette bonne vieille canaille de Radek Stepanek pour une place en huitième de finale. Ouais, c'est un super match. Radio Tennis Play. Alors vous avez sans doute entendu parler des déboires de Michael Laudra à Indian Wells, qui s'est un petit peu laissé aller sur le court et qui a insulté une spectatrice. Mais l'histoire du tennis a été marquée par des accrochages joueurs-spectateurs bien plus spectaculaires que ce récent épisode en Californie. C'est le thème de ton effet rétro, mon cher Julien. On pourrait faire un dossier énorme avec toutes ces histoires où des joueurs et des spectateurs ont des mots entre eux. Il y en a eu énormément, surtout dans les années 70. Les années 70, c'est les années canailles. Laudra a été sanctionné par une amende pour avoir insulté. $2 500. Voilà, $2 500, mais il n'y a pas toujours eu des amendes dans le tennis. C'est arrivé progressivement dans les années 70. On n'a pas pu toujours être disqualifié non plus. Tout ça, c'est arrivé progressivement à partir de 1975. Et au début, c'était l'application de ces amendes, de ces avertissements, de ces éventuelles disqualifications était un petit peu hésitante. C'était un peu hasardeux. On ne savait pas trop quoi faire. Un joueur pouvait insulter un spectateur sans être ni disqualifié, ni mis à l'amende. On a déjà vu Nastase faire des doigts à des spectateurs à Roland-Garros ou les traités de cocu, sans avoir véritablement de problème. Il est arrivé que des spectateurs visés, sans doute gênés de voir que les insultes étaient impunies, décident de se faire justice eux-mêmes. Et oui, on a vu des bagarres entre spectateurs et joueurs. C'est arrivé à un joueur que tout le monde connaît, John McEnroe. En 1978, il faut bien préciser qu'à cette époque-là, McEnroe est seulement dans les 20 premiers, c'est pas encore une star, il n'a pas encore gagné 2 tournois du Grand Chelem, il est en pleine progression, mais il fait beaucoup parler de lui et tout le monde a repéré qu'il avait un caractère un peu spécial. Et il lui est arrivé la même chose qu'à Laudra, à Indian Wells, McEnroe, c'est un match de double, en quart de finale. Il est avec Bob Hewitt, qui est un joueur sud-africain complètement fou, qui lui s'était battu une fois avec un architecte de 75 ans sur le court, une histoire complètement folle, on aura peut-être l'occasion d'en parler un jour. C'était un dingue qui avait toujours un œil au beurre noir parce qu'il se battait tout le temps dans les vestiaires. Enfin bref. McEnroe joue avec lui en double contre Pecci et Taroczi et il trouve qu'il y a une femme qui applaudit un peu trop les coups de ses adversaires. Donc ça lui plaît pas. Qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va lui cracher à la gueule. Il va lui cracher à la figure, mais cette femme n'était pas toute seule, il y avait le mari juste à côté, et le mari a mis un coup de poing dans le ventre à John McEnroe, tout ça donc en plein milieu d'un match. Il n'y a eu aucune sanction, le match a été à son terme après ou quoi que ce soit, mais on voit que quand les spectateurs peuvent répondre, McEnroe, ça lui a peut-être servi de leçon quelques semaines, quelques jours. Bon, l'année d'après, il faisait un bras d'honneur à son public à Flushing Meadow à New York, mais on se dit que si Laudra avait été mis dans une pièce après avec les spectateurs qui l'insultaient, peut-être qu'il y aurait eu des petits coups, quoi, des trucs comme ça. Ça vous est arrivé, Émilie ou Arnaud, d'avoir des spectateurs un peu excités qui vous agacent ? Là, il a allumé la mèche, cela dit, McEnroe. Jamais énervé, rien. Non, mais si, Quel forcément. Non, je plaisante. En revanche, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ça ne se dit pas, bien évidemment. Alors, on reparle de Michael Après, Laudra. quand vous êtes énervé, quand vous êtes dans le feu de l'action, vous pouvez penser des choses, parfois pas forcément très catholiques. Après, il s'excuse, qu'il paye une amende, je trouve ça normal. Après, faut pas lui en tenir rigueur. Il faut arrêter la morale, là. Tout le monde qui fait la morale à Laudra. Je regarde sur Internet, on De quoi, insulte. la morale ? Mais Non, mais c'est parce que c'est quand t'es dans le feu de l'action. C'est trop facile, ça. On Mais t'es fait dans la le feu morale de à l'action, Laudra, t'es il est énervé. lamentable. Non, mais les gens sur Internet, tout le monde met son avis là-dessus. Il est Vous êtes d'accord, lamentable, là. il est machin. On est d'accord, on peut être d'accord. C'est la première fois en 6 mois qu'on se connaît qu'on est d'accord, Émilie. Ça fait bizarre, mais ça peut arriver. Non, mais les gens qui font la morale sur Internet, on lit les trucs. Il est lamentable, il faut pas faire. C'est bon, on est tous humains. Il faut pas le faire, dit on le tout. sait qu'il faut Oui, pas le on faire. sait, mais on est des petits êtres humains
chétif et tout ça, on dit des gros mots. C'est éprouvant nerveusement le tennis. Moi, quand je suis sur un cours de tennis, je vais beaucoup plus loin que ce qu'a dit Laudra. Heureusement qu'il n'y a pas de spectateurs à mes matchs, parce que sinon je serais violemment sanctionné. Et on est en 4e série. Alors qu'on lui mette une petite sanction, d'accord, mais voilà, pas de morale, quoi. Pas de morale. Non, mais la morale, elle est plus autour. Surtout qu'on adore ça, en fait. Parce qu'il s'adresse vraiment à une catégorie de personnes, aux Chinese, si j'ai bien compris. Voilà. Et donc, a priori, t'es une Coréenne. S'il avait dit donc juste. Il peut insulter des Français, en revanche. Non, mais s'il avait dit juste le premier mot, à la limite, peut-être que ça aurait été différent, je suppose. C'est que là, pour le coup. Les Américains, avec le racisme, ils rigolent pas. Voilà. C'est plus ça. Après, bon, ça se dit pas. Ouais, après, on peut penser plein de choses, évidemment. Et je pense qu'il en a pensé même beaucoup plus. Il a dû se dire beaucoup plus de choses dans sa tronche. Radio Tennis Play. Émilie, c'est à toi pour ton Je suis coup rôtie. de gueule. Je suis rôtie. T'es rôtie. Je suis rôtie, je suis fatiguée. Cette semaine, c'est un coup de gueule. Milou sort ses griffes. Non, coup de gueule. L'objet de ton coup oui. n'est autre que Richard Gasquet. Non, mais il m'énerve parce que c'est un joueur que j'aime bien et tout, mais à chaque fois qu'il termine un match, il est fatigué, quoi. Et c'est dur, quoi. Il est rôti, il est fatigué, il joue pas beaucoup. Donc il est comme toi, il est rôti. Il mène 6-3, 5-3, il y a balle de match, bon, peu importe. Donc on parle de son match au premier tour Voilà, à Indian Wells. le premier contre match à Ramos, Indian Wells, l'Espagnol. après il est fatigué. À un moment donné, ce serait bien d'avoir une vraie analyse. Après, pas non plus qu'il rentre dans les détails, mais dire voilà quelque chose, je sais pas, c'est passé dans la tête, j'ai le match en main. Voilà, finir, dire je suis fatigué, se prend 603e. Moyen. T'as Moyen. soupiré Ah oui. comme lui. Ah ouais, là, Non, mais c'est vrai, il est rôti, quoi. on dirait Richard Gasquet. Isabelle. Non, mais nous, on l'avait énervé l'année dernière en Australie quand il avait perdu. On avait eu le malheur, ou plutôt le bonheur peut-être, de lui dire certaines choses. Qu'on ne pouvait pas être déçu quand on est joueur de tennis. Qu'il y avait des choses qu'il fallait relativiser, etc. Il avait très mal pris nos questions. Mais derrière, il avait changé quand même pas mal de choses finalement dans sa façon de faire. Donc je sais pas. C'est vrai que je comprends Émilie. Je pense qu'on est beaucoup à penser un peu la même chose quelquefois. Il nous agace un peu parce qu'il y a tellement de talent derrière qu'on se dit qu'il pourrait se bouger un peu plus. Après, je remets pas du tout en question le fait. Après, il y a des joueurs qui préfèrent être 15 parce qu'ils n'ont pas envie d'être sous le feu des projecteurs. Moi, je pense que ça lui convient très très bien. Qui est Joe devant, Gaël, etc. Alors effectivement, en tant que passionné de tennis, tu te dis que le talent qu'il a, il a le potentiel, il pourrait être dans les 10, etc. Voilà, son choix, d'après ce qu'on voit, etc. Même par rapport à la Coupe Davis. Si je peux rester en retrait et tout. Ça, je le critique pas parce que je peux le comprendre. Alors ça, il y a aucun problème. C'est juste de dire à chaque fois, je suis rôti, quoi. Je suis suis fatiguée. C'est vrai qu'il n'a pas quand même joué des matchs. Et c'est Richard, quoi. Je me souviens de deux collègues qui étaient au Masters à Shanghai quand il est 7e mondial. À leur micro, il dit je suis 7e mondial, j'ai réussi ma carrière. Il leur dit comme ça, quoi, en gros. Mais à la limite, pourquoi pas ? Ça résume tout. Oui, il n'a pas envie de s'embêter, quoi. Je pense qu'il a peur. Je sais pas ce Pour qu'Arnaud en pense. quelqu'un qui a peur, qui a pas envie de s'embêter, c'est déjà énorme ce qu'il a fait. C'est déjà énorme, c'est ça. d'accord. C'est même considérable. C'est considérable. Je suis fatigué, les gars, il est dans les 15. C'est tant formidable. attendu de lui. Ouais, peut-être un peu trop. Moi, je sais pas, je pense différemment. Il y a un autre axe que j'aimerais évoquer, c'est je crois qu'il y a un vrai décalage entre ce qu'il communique à la presse et la réalité, ce qu'il ressent. C'est possible. C'est tout. Et qu'au fond, comme il a un petit peu de mal à s'exprimer. C'est quelqu'un... Non, c'est même pas à s'exprimer, je pense à se dévoiler plus qu'autre chose. Il n'a pas envie, c'est quelqu'un assez pudique. Ouais. Qui n'a pas envie, c'est quelque chose qu'il n'a pas mesuré au début et on l'a tout de suite mis comme ça, sous les projecteurs très 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 tôt. Un peu paumé dans tout ça, à vouloir justement, il s'est renfermé sur lui-même. Et aujourd'hui, il y a encore pas si longtemps, on parlait des Jeux Olympiques dans la presse, et ça concluait sur une phrase où il donnait presque l'impression de dire on verra si j'y serai, alors que moi, quand je le vois et quand on en parle, je vous assure il a envie. qu'il est hyper motivé. Ouais, mais donc ce que je dis juste, non mais à un moment donné, c'est pour ça que je dis qu'il y a un décalage entre sa communication à la presse et ce qu'il pense réellement. Mais on sent pas la flamme dont on parlait tout à l'heure en évoquant Tsonga. Il n'a pas l'air habité par l'envie de faire un truc énorme. Il y a des gens qui ont plus de facilité justement pour communiquer sur. Elle est peut-être c'est là, un mais on la excellent voit pas. communicant, Joe, en plus de ça. Ouais. Voilà. Allez, on va J'ai voulu le défendre un peu sur ce chapitre. Mais c'était pas mal. Radio Tennis Play. Les tweets de la semaine, la rubrique préférée d'Émilie.
Alors, qui est allé aux toilettes cette semaine? Eh ben tu vois, on va pas faire dans le Qui est futile allé au ni le resto rigolo pour une fois, car en passant un petit peu de temps sur Twitter, j'ai vu se dessiner une tendance, celle de pas mal d'observateurs, pour souligner les progrès de Ryan Harrison. Alors, c'est qui ce Ryan Harrison? C'est l'un des grands espoirs du tennis américain. Il n'a pas encore 20 ans. C'est un des 2 joueurs de moins de 20 ans Avec dans, Tomic, ouais. dans le top 100 avec Bernard Tomic. Il faut retenir son nom. Hein, aux deux, 72e mondial. Alors, il a un visage de poupin, mais c'est un joueur C'est vrai. extrêmement sanguin. C'est le donc fils de bonne famille qui casse sa raquette. intéressant. Et donc, à son sujet, Darren Cahill, l'ex-joueur, ancien coach d'André Agassi notamment, a donc écrit ceci sur Twitter. Il semblerait qu'Harrison ait passé du temps à la salle de sport. Il joue extrêmement bien. C'est un joueur à suivre. Et ce tweet a fait des petits et pas mal de gens ont rebondi dessus pour souligner les progrès en ce moment de Ryan Harrison. Donc tu vois, Twitter peut aussi servir un petit peu, je te taquine avant que tu commences la rubrique. d'alerte. Et donc notre ami Harrison, il a joué la nuit dernière. Il a Enfin, vengé même Murray, ouais. son match s'est terminé ce matin. Et il a battu Guillermo Garcia Lopez, Ryan Harrison, donc, qui est toujours qualifié à Indian Wells et qui est donc l'un des visages, l'une des personnalités à suivre dans les mois à venir sur le circuit masculin. Radio Tennis Play. Allez, comme il est de coutume, désormais, on termine ce programme avec le quiz. Ce quiz, il tourne autour du tournoi d'Indian Wells, évidemment. Qui a dit ? Pendant ce tournoi d'Indian Wells, et c'était donc il y a quelques jours, je joue pour les livres d'histoire. Federer? Non, on n'a pas dit ça. Federer. Non. Bianfo. Djokovic. Non. Non, je vous conseille que c'est pas facile. Ah ouais. Ouais. En fait, c'est un Donne-nous- joueur de double. Ah, c'est un des frères Brian. Brian? Non. Non. Paul Hanley. Zimondzic. Ah, Isabelle, t'es Zimondzic. bouche bée. Bah, oui. Non, pas Zimonjic. Allez, je vous donne la réponse. C'est Leander Paes. Ah oui. Ah oui, 38 on aurait ans. dû trouver. Il vient d'enregistrer sa 600e victoire en double. 600 victoires en double. Donc c'est quand même pas mal. Il a remporté tous les tournois du Grand Chelem. Puis on peut rappeler qu'avant de devenir un des cadors de la moi, je m'en discipline en souviens double, bien, hein. ouais, ça a été un excellent C'est- joueur de simple. Il a été C'est esthétiquement parlant une Ah, pure c'est merveille. une Je pure ne sais merveille. pas si on a Hein. déjà fait plus beau. un sens du jeu ces gestes. extraordinaire. Il a remporté un titre sur gazon en 98. C'était à Newport. Il C'est a au-delà été du réel. 73e mondial. C'était un beau joueur Paes et qui donc à 38 ans continue à jouer en double et à gagner. Allez, deuxième question. Qui a dit encore un qui a dit pour se moquer du fait qu'Indian Wells est un endroit très prisé des retraités. Au restaurant, je n'ose même pas éternuer, j'ai peur de provoquer des infarctus. C'est Michael Yodra. fabuleux, un truc pareil. Ah, j'aurais dit Safine à l'époque. Pas loin. Mais donc c'est comment c'est comment pas ça C'est loin. un russe. C'est un russe. C'est un russe ou c'est dans le style de Safine? Yuzny. Non, il est de l'Est. Stepanek. Alors, un pince sans C'est pas rire. Goulbis? Non. C'était il y a quelques années. Ah d'accord. Ah, c'était Ah, il y a c'est quelques pas- c'est années. pas- Ah non, c'est pas de cette année. Un pince sans rire. Oui. Allez, de l'Est. Oui. Un russe. Non, c'est pas Non. un russe. C'est pas un Donne-nous russe. une petite ouais. indication. Il a gagné un tournoi du Grand Chelem sur gazon. Ivasinevich. Oui. Ah, j'allais dire Krajicek. C'était Goran Ivanisevic. Ah, C'est bon ça. Au restaurant, je Le n'ose mec même dans pas la éternuer, j'ai compétition. peur de provoquer des infarctus. Très, très bon. Formidable. Troisième et Fabuleux. dernière question. Quel est... Oh, c'est plus facile. Ça va être une question de rapidité à mon avis. Quel est le premier Français à avoir remporté le tournoi d'Indian Non, mais Wells? attends. Ouais, ça dépend parce que à partir Qui de. à l'époque ne portait pas Ah. ce nom. Bah Yannick alors. Absolument. Yannick Noah en 82. Vainqueur de Lendl 7-5 au troisième set. Le tournoi se jouait alors sur un autre site, à la Quinta Palm Springs. Je sais pas, tu peux peut-être aller, vous êtes peut-être allé vous entraîner Oui. dans ce club. Donc c'est dans ce club que se jouait le tournoi et c'est là où Noah avait gagné. Donc en battant Lendl après Et une c'était- belle baston. Lundell était sur une série de plus de 40 victoires à l'époque. Hein. Ah ouais, non, Et c'était Noah, un- il c'était mettait un fin. truc, Match énorme. match énorme, culte. Radio Tennis Play. Allez, on arrive au terme de cette 6e émission de Radio Tennis Play. Merci à tous, particulièrement aux équipes de RTL qui nous accueillent dans leurs murs, ainsi qu'à Vincent, Gwenaël et Florent qui œuvrent en coulisses. Vous pouvez évidemment nous contacter pour nous faire part de vos questions, remarques ou nous proposer des idées de quiz. Pour ça, plusieurs moyens, notre page Facebook Tennis Play, notre compte Twitter, n'en déplaise à Émilie, Tennis Play TV, ou par mail à l'adresse suivante, contact@tennisplay.fr. Le programme de la semaine, il est simple, c'est Indian Wells, c'est à suivre sur Orange Sport pour les messieurs.
pour les heureuses personnes qui ont Orange Sport. Et puis pour les dames, c'est sur Eurosport, n'est-ce pas ? Tout à fait. Émilie, allez, rendez-vous la semaine prochaine, car pour aujourd'hui... C'est fini, Michel! C'est fini!